Encore 2 matchs et les rideaux seront définitivement tombés de l'autre côté du Maroc. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Spécial CAN de Eden Télévision. Sur ce plateau, mes consultants sportifs sont déjà installés. Bertrand Bouin, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir Ouma. Alors, bonsoir public sportif. Je me défense toujours là. Ouma, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir Bertrand, bonsoir également au public sportif fidèle à Eden TV. Voilà, et on commence tout de suite avec le tout premier sujet de cette émission. Un petit retour sur les demi-finales jouées pour le compte de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. Il s'agit de ce match-là entre le Sénégal et l'Égypte, des rencontres entre de vieux amis, Sadio Mané, Mo Salah. Une rencontre remportée par le Sénégal sur le score étriqué d'1-0. Alors, Bertrand, vous avez suivi le parcours de cette équipe du Sénégal en 6 sorties, c'est 5 victoires et 1 nul. Quelle est déjà l'impression que vous avez déjà sur cette équipe qui se qualifie déjà pour la finale? Le Sénégal a une très belle équipe avec des joueurs moins jeunes et qui fait leur force actuellement, à part quelques expérimentés qui sont comme Mané, oui, et l'international Jackson qui ne cesse de faire des breaks. Oui, le match entre le Sénégal et l'Égypte, ça fait, je pense, ils ont déjà fait cette finale une fois, oui, en 2021 que le Cameroun a organisé sur le stade de Olembe, qui a connu, qu'on a vu la victoire du Sénégal. Ça s'est répété encore une dernière fois, mais je pense que cette victoire est une victoire vraiment puissante et avec une équipe imposante. Donc on aurait souhaité avoir la revanche de l'Égypte. Non, l'Égypte est en train de sombrer parce que ils amènent souvent les mêmes joueurs. Et ça fait au moins 10 joueurs qui ont joué déjà la finale en 2021, qui sont encore revenus en 2026 à voir les ciseaux et autres. Le Sénégal a dominé cette match-là avec une domination de 65% net contre 35%, avec 11 tirs cadrés contre 4 pour l'Égypte. Et actuellement, le Sénégal est l'équipe vraiment la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest que nous pouvons reconnaître aujourd'hui sans beaucoup polémiquer. Alors, Ouma, Sénégal pressenti archi-favori de cette édition de la CAN. Le Sénégal qui répond, est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas parce que depuis 2-3 matchs maintenant en arrière, on a commencé à constater une très belle équipe du Sénégal. Quand je parle d'équipe, je parle de maîtrise collective. Il y a une certaine maîtrise collective de la part des Sénégalais et c'était plutôt flagrant lors du match contre l'Égypte parce qu'on a vu les Sénégalais avec des phases de possession de balles, de conservation de balles très longues, où ils sont restés complètement dans le camp des Égyptiens, obligeant finalement les Égyptiens qu'on croyait à défendre. Oui. On les croyait plutôt techniques, et c'est eux qui vont par contre garder le ballon. Enfin, on pensait qu'ils allaient garder le ballon, mais finalement, c'est les Sénégalais qui ont gardé le ballon. Je crois même la possession de balle, on doit être autour de 60 et quelques % pour le Sénégal. Donc, ils étaient obligés de défendre. Les Égyptiens étaient obligés de défendre. Et donc, c'est ça qui témoigne de la bonne maîtrise collective dont je parle. Chaque joueur sénégalais a comment on appelle, il pense réellement au travail qu'on lui a demandé de faire sur le terrain. Il suivait véritablement son périmètre. Il n'y a pas d'espace entre les lignes quand vous regardez le jeu sénégalais. Ils sont vraiment bien soudés et ils avancent vraiment comme un seul homme. Et derrière également, c'est vrai que Koulibaly finalement il a eu un carton. La défense, mais exceptionnelle entre ça et Koulibaly, mais c'était exceptionnel. C'était 2 géants qui maîtrisaient finalement le sujet et ils jouaient comme cela se doit. Et on a vu finalement un Sadio Mané qui tire son épingle du jeu. Le duel à distance entre Mané et Salah, c'est le Sénégalais qui l'a emporté grâce donc à son but en tirant véritablement son épingle du jeu. Mais bon, malheureusement, Salah est resté muet sur le plan offensif. On n'a pas pu avoir donc on va dire comment on appelle des éclats de la part de Mohamed Salah et finalement le Sénégal l'emporte. Ce n'est pas une grande surprise en tout cas pour moi. Le Sénégal mérite finalement de gagner parce que
au vu de comment le Sénégal a joué jusque-là, on a senti l'équipe sénégalaise se solidifier au fil des jours. Un Crépin qui est exceptionnel, Crépin Diatta, je crois, il est exceptionnel, il joue très bien, il est à l'image de presque tous les Sénégalais. Ils sont très sérieux dans leur manière de jouer et on sent vraiment une équipe, ce n'est pas des débordements, on n'a pas fini. Même Mané, sur le but qu'il marque, c'est parce que tout simplement quelqu'un d'autre avait loupé, finalement, ce n'est pas un exploit individuel. Donc, quand vous prenez aujourd'hui l'équipe du Sénégal, il n'y a pas d'individualité qui sort complètement du lot. C'est vrai que Sadio Mané porte l'équipe rien que par son aura, rien que par son expérience, mais il n'y a pas d'individualité extraordinaire pour dire que c'est lui qui prend le ballon, qui met ça à son compte, comme par exemple au Maroc où quand Brahim Diaz a le ballon, on se dit que quelque chose peut se passer. Ouais. Voilà, donc le Sénégal a une très belle équipe à mon avis. Et puisque vous parlez du Sadio Mané qui a inscrit l'unique but de la rencontre, Sadio Mané pressentit lui aussi devrait être le maître du jeu du Sénégal et qui répond présent quand on l'attend. Voilà, il répond présent à chaque fois qu'on l'attend. Ça, c'est la marque des grands joueurs aussi. Les grands joueurs, quand il y a des grands matchs, on les voit véritablement parce qu'ils savent à quel moment il faut mettre la pression, ils savent à quel moment il faut mettre l'accélérateur. Et il a démontré tout au long de la compétition, quand c'était nécessaire qu'on sente que Sadio Mané est là, il le faisait sentir. Regardez face au Bénin, à certains moments il était complètement disparu, il avait complètement disparu du match, mais quand il s'est agi de mettre l'accélérateur, de mettre la gomme pour essayer de marquer le but au Béninois. Mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait le nécessaire. C'est ça aussi la marque des grands joueurs. Et c'est ce qui peut-être a manqué avec Mohamed Salah du côté de l'Égypte où on ne l'a pas vu. Et il faut dire très sincèrement, c'est pas que les attaquants égyptiens ont démérité, pas du tout. Mais la défense sénégalaise a été exceptionnelle. Malgré le carton de Koulibaly, ils ont été exceptionnels, il faut le reconnaître. Pour enrayer toutes les actions, les vérités offensives des Égyptiens. Si on l'interroge, il va vous dire non, il y avait du lion derrière. C'était bien compliqué. voilà qui dit bien. Alors, Bertrand, Oumar évoquait tout à l'heure Mohamed Salah. C'est un autre joueur à suivre, qu'on devrait suivre de près lors de cette rencontre-là. Mo Salah, qu'il faut rappeler, n'a pas encore eu la chance de soulever ce trophée, mais qu'il l'échappe malheureusement encore pour cette édition. Oui, parfois c'est la malchance des grands joueurs. Je pense qu'il n'est pas le seul, mais je ne pense pas qu'il puisse raccrocher à cette édition de la CAN. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont eu à connaître cette malchance-là, mais je pense que avec un peu de patience, quand Ossan Hassan aura le temps de vraiment nettoyer leur vestiaire pour faire venir des jeunes joueurs, je pense qu'il a encore du pain sur la planche, il a encore du chemin et à tout moment, l'Égypte peut faire passer de lui-même. Mais c'est vrai qu'ils sont le plus titré, l'équipe le plus titrée du continent. Oui, c'est vrai. La plus titrée du continent, mais il n'a qu'à se patienter. Bon, encore qui peut ne pas rentrer les mains vides peut-être parce qu'il y a le match de la troisième place. Oui, bien sûr, mais de toutes les façons, c'est vrai que ça ne va pas dans son corps, mais il a fait parler de lui à travers cette 35e édition de la CAN. Il a fait beaucoup de prestations très, très élégantes. Ça va de toute manière le relancer dans son club. Absolument. Non, moi, je pense que face aux Égyptiens, la défense sénégalaise a été exceptionnelle. Allez regarder le match à nouveau. Quand vous regardez un Koulibaly, il était impérial. Mamadou Sarr, impérial. Donc ça fait que les attaquants égyptiens avaient vraiment du mal. Et puis, le péché de l'équipe égyptienne aujourd'hui, à mon avis, c'est la créativité au milieu de terrain. Parce qu'on a deux attaquants qui sont très virevoltants, un Marmouche qui est exceptionnel sur le plan technique. Mais malheureusement, au milieu du terrain, on n'a pas un porteur de ballon. On n'a pas quelqu'un qui garde le ballon pour lui et qui le porte vers l'avant. Mais comment vous voulez qu'un milieu puisse exister en face du milieu sénégalais? C'est là où vous avez raison aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su... comment on appelle, les milieux défensifs sénégalais ont réussi à contenir justement les milieux offensifs
égyptiens. Et c'est là où vous avez complètement raison. Donc, c'est là où ils ont péché. Ils n'ont pas su se surpasser au milieu du terrain pour essayer d'apporter plus de créativité, pour donc ouvrir, faire des passes mais exceptionnelles vers donc Marmouche ou Salah pour alimenter l'attaque. Pour essayer de marquer. C'est Ganagué qui a pris le milieu du terrain. Il n'y a pas que Ganagué. Même Diatta, il a fait un bon match. Habib Diarra qui a pris le milieu du terrain et à tout moment nourri Salah et Jackson. C'est le tournant du jeu. C'est vraiment Idrissa Gana qui a pris le jeu à main. Il aurait fallu que Ossan Hassan puisse trouver, ne serait-ce que voilà la bonne formule pour contrer après la première partie du jeu, la bonne formule pour pouvoir contrecaler. Et finalement, on a vu très peu d'occasions égyptiennes. Voilà. Allez regarder le match à nouveau, il y avait très peu d'occasions, alors que les Sénégalais multipliaient donc les offensives. C'était plutôt flagrant. Au milieu du terrain, il y avait une équipe qui prenait le dessus. C'était vraiment le Sénégal qui prenait le dessus au milieu du terrain. Et ça, c'était flagrant. Et quand le milieu est coupé entre la défense et l'attaque, quand il n'y a pas de milieu, les attaquants ont très peu de ballons, que ce soit Salah, que ce soit Marmouche et tous les autres, ils avaient très peu de ballons, ils ne faisaient que courir vraiment derrière donc les Sénégalais pour essayer de leur arracher le ballon. Ils ont passé tout leur temps à défendre, c'est compliqué. Alors, malgré cette domination des Sénégalais, les joueurs égyptiens ne sont pas totalement de cet avis-là, parce que ils pensent que le Sénégal a été favorisé par l'arbitrage. Arbitrage qui est encore indexé cette fois-ci pour ce match-là. Est-ce que vous partagez cet avis après défaite, bien sûr? Non, mais sincèrement, on a suivi un très beau match. L'arbitre était resté dans son match. Je ne pense pas que cette fois-ci, il y a un problème d'arbitrage. C'est vrai que souvent, quand une équipe perd contre l'autre, ils vont chercher vraiment le problème ailleurs. Cette fois-ci, l'arbitre a été dans son match et le problème est ailleurs. Ossan Hassan doit vraiment revoir la qualité technique de son équipe et voir les joueurs qui n'ont plus la fraîcheur physique et vraiment nettoyer cette vestiaire-là. Parce que ce n'est pas l'équipe de l'Égypte qu'on a l'habitude de voir sur la scène du continent africain. Voilà, alors oui, Oumar, je pense effectivement est-ce que l'arbitrage est sans faute? Non, pas du tout. Pour cette rencontre. Pas du tout, c'est là où je suis complètement d'accord avec Bertrand. Quand il faut nettoyer vraiment le vestiaire comment on appelle, de l'Égypte, il faut vraiment le faire. Il faut voir comment est-ce qu'on fait pour mettre des joueurs un peu plus vifs. Parce que tout le temps, les Sénégalais ont mis une pression mais incroyable. Et à chaque fois, les Égyptiens pensaient qu'on va siffler les fautes comme ça, n'importe comment. Non. Et dès qu'on leur mettait la pression, dès qu'il y avait comment on appelle, enfin le football c'est un sport de contact, dès qu'il y avait épaule contre épaule, tu tombes et tu penses que non, parce que non. On devrait siffler, voilà, on devrait donner des cartons. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, absolument rien du tout. On a vu les Marocains jouer contre les Nigériens qui sont réputés être plutôt rudes, mais on a vu des contacts, mais très dur entre Marocains et Égyptiens, enfin entre Marocains et Nigériens. Oui. C'est un match dont on va parler peut-être tout à l'heure. Mais face à comment on appelle, face au Sénégal, les Égyptiens pensaient que l'arbitre devait être tout le temps en train de siffler pour celui qui tombe. Non. Ce n'est pas ça, c'est ce qui peut-être les a frustrés. Mais moi, personnellement, je n'ai rien à reprocher à l'arbitre. Il a fait son match. Il a fait un très bon match même, je vais dire. Donc, il n'y a pas de problème. On a vu un bon match. Il n'y a pas eu d'irrégularité, à mon humble avis. Et le Sénégal mérite sa victoire. Et c'est même quand on parle comme ça, on a l'impression que le Sénégal a survolé complètement comment on appelle, le match, mais pas du tout. C'était un match assez disputé aussi pour ceux qui l'ont suivi. C'est vrai que la possession était sénégalaise, mais malgré tout, ce n'est pas qu'ils avaient comment on appelle... Et le score en dit là, 1-0. Voilà, donc vous comprenez. Voilà, ça dit tout. Voilà, donc c'est pas que les occasions s'enchaînaient, mais la conservation de balles, les phases de conservation, les Sénégalais, vraiment, ils ont montré qu'ils pouvaient tenir tête à l'Égypte, alors qu'on attendait justement l'Égypte sur cet aspect-là. Voilà. L'Égypte qui conserve le ballon, et donc le Sénégal sera obligé de faire des contre-attaques, mais c'est le contraire. Donc c'est la preuve que Thio, l'entraîneur sénégalais, il a bien lu le jeu donc, du Maroc, il a fait le travail vidéo qu'il fallait, et il a mis les éléments, chacun à son poste, et finalement, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une maîtrise collective. Les joueurs, sans même se regarder, arrivaient à se faire des passes très belles. Voilà. Un autre point fort de cette équipe sénégalaise qui arrive à se trouver même en de petits espaces entre eux, ils arrivent à faire des combinaisons. Alors quand on passe à la deuxième rencontre de cette demi-finale qui oppose le Maroc, pays hôte,
aux Nigérians. Une demi-finale qui a fait recours finalement au tir au but avant de trouver le vainqueur. Bien sûr, Eric Schell a vraiment un peu pêché sur cette demi-finale qu'on a suivie. Il a tout fait sauf faire travailler ses poulains au niveau des tirs au but. C'est ce qui a manqué à l'équipe nigériane. Sinon, vraiment, ils n'ont jamais imaginé que cette demi-finale pourrait les amener au tir au but. Et vraiment, nous avons suivi un très bon match. Je vais souligner, la qualité de jeu était vraiment impeccable. Des deux côtés, bien sûr, oui. Avec la présence de Osimhen en attaque, nourri par les deux Onyeka. Nous avons vu un match avec une puissance vraiment excessive au niveau de chaque défense. Et vraiment, les attaquants ont fait de leur mieux. Mais la présence défensive avec le milieu relayeur avait fait parler de lui. C'est vrai, c'est une demi-finale et vous jouez avec le Maroc chez lui. Oui, sur ses installations. Oui. Ce match a été joué sur le terrain de Prince Abdallah. Et ils n'ont pas su qu'à tout moment, le Maroc peut tenir tête à cette équipe de Nigériens qui n'a jamais connu de défaite depuis le premier match de cette CAN-là. Ils ont tout fait et voilà, au niveau du tir au but. Surtout quand on se réfère au match de quart de finale livré par cette même équipe du Nigeria qui a fait sortir l'Algérie, on l'a vu. L'attaque, ce n'est pas en tout cas la même physionomie de rencontre qu'ils ont affichée face aux Marocains. Ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils se disaient que bon, ils allaient marquer pendant les 90 minutes. Sans oublier aussi la présence de Bono dans les buts. Oui, mais c'est pas seulement sa présence. Nous avons aussi le public marocain qui a répondu présent oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et ça aussi, il y a un autre aspect, mais on va revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Le public qui siffle à tout bout de champ, ça fait partie des faits dénoncés par les Nigériens qui les empêchaient véritablement d'entendre le sifflet de l'arbitre et tout ça. Voilà. Bon, ça fait partie du jeu parce qu'on ne peut pas interdire au public de mettre de l'animation. Voilà. Donc, un Nigeria mieux pratiquement offensivement. Est-ce que qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Est-ce que c'est le Maroc qui a été assez déterminant, assez en tout cas farouche dans le duel pour que les attaquants cités Osimhen et Lookman et tous les autres n'arrivent pas à produire leur jeu habituel? Oui, je pense que l'entraîneur marocain est à féliciter à mon humble avis. Mais pourquoi? Oui, Walid Regragui, il est à féliciter. Observez très bien le match. Avant même cette confrontation-là, sur ce plateau, j'avais dit qu'on allait avoir une opposition de style. Et on a eu cette opposition réellement de style. Une équipe qui construit le jeu, qui part de la défense avec le ballon et essaie d'aller de l'avant. Et un Nigeria, dès que le ballon est au milieu et qu'on voit un Osimhen débouler, on lui balance le ballon. Ou bien un Lookman, on lui balance le ballon. Donc il y avait un jeu très direct du Nigeria et un jeu plutôt construit où on part de la base avec donc l'Égypte. Et donc là où le bas blessait pour le Maroc, c'était que si jamais ils n'arrivaient pas à contenir les contre-attaques des Nigérians, ils allaient se faire très mal. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une rigueur défensive marocaine, mais exceptionnelle, avec un joueur à Guerd, ou bien comment il s'appelle là, mais il a été exceptionnel. Ils étaient attentifs, malgré qu'ils, quelquefois, ils se trouvaient au milieu du terrain, mais dès que les autres avaient le ballon, mais ils couraient comme des fous pour aller rejoindre immédiatement le repli défensif a été extraordinaire. Une discipline tactique, mais qui, moi, personnellement, m'a émerveillé. À un moment, mais ils enlèvent le ballon des pieds des Nigériens. Quelquefois, ils me disent non, ces gars-là, ils sont déterminés. Et donc, finalement, 120 minutes sans but, les deux équipes se sont neutralisées. Mais rassurez-vous, on a vu un très beau match. On a regardé tout le temps le match, mais sans vouloir même se lever. C'était un très bon match. Mais malheureusement, pour les Nigériens, ils n'ont pas pu développer leur jeu. Et je l'avais dit, c'est celui qui aura le style
celui qui aura le mieux maîtrisé son style. Parce qu'il a dit que c'était une opposition de style. Celui qui aura maîtrisé le mieux son style qui allait l'emporter. Mais malheureusement, les deux entraîneurs, que ce soit Eric Chelle et Walid Regragui, ils ont fait le travail vidéo qu'il fallait. Donc, ils se connaissaient mais parfaitement. Donc, c'était pratiquement impossible de se départager. Chacun maîtrisait son jeu. Des Nigériens, mais sur le plan défensif, qui était indéboulonnable pour les attaquants, comme on appelle, marocains. Et donc, les Marocains, mais qui faisaient un repli mais tactique, mais exceptionnel à chaque fois qu'ils avaient le ballon, empêchant finalement les attaquants très rapides du Nigeria de pouvoir s'exprimer finalement. Donc, il y a eu cette opposition de style et finalement, c'est les tirs au but qui ont permis aux Sénégalais, aux Marocains, de l'emporter grâce à, justement, au gardien, vous en parliez, Bounou, qui a été exceptionnel. Regardez par exemple le but qu'il arrête à un moment où il était complètement parti. Et voilà. Oui. On sent qu'il maîtrisait son jeu, il attendait le dernier moment pour courir vers le côté qui l'intéressait par rapport aux joueurs qui avaient en face de lui. Vers quel côté il va tirer, il choisissait son bon côté. Enfin, le gardien, il a fait bien son boulot, en tout cas. Mais bon, les Nigériens n'ont pas démérité. Les tirs au but, c'est comme un jeu de tombola. C'est là pour rien, on l'appelle les épreuves fatidiques. Voilà, les épreuves fatidiques, c'est quelquefois aussi la chance. Et je crois les Marocains ont eu la chance. Ils ont été plus calmes lorsqu'ils ont voulu tirer. Et ça leur a réussi. Et la profondeur de banc aussi du Maroc m'a surpris. Un Igaman qui rentre et qui arrive quand même à gêner, alors qu'il joue à domicile. Comment on appelle? C'est un joueur local, ce n'est pas un international. Il est arrivé quand même à tirer son épingle du jeu. C'était très beau de voir que les Marocains pouvaient donc trouver des joueurs qui peuvent donc remplacer une personne comme Ibrahim Diaz. C'est exceptionnel. Ça veut dire qu'ils ont une profondeur de banc. Il faut s'attendre à eux pendant les finales. On ne sait pas encore comment est-ce que ça va se passer. Pourquoi pas? Alors Bertrand, vous évoquiez tout à l'heure la gestion du sélectionneur nigérien, qui on a vu, malgré l'entrée de Chukwueze, on aurait cru que c'est Chukwueze qui allait permettre qu'au Nigeria peut-être à marquer son tir au but, mais malheureusement c'est lui entré à la dernière position qui rate également son tir au but. En réalité, Eric Chelle a commis les mêmes erreurs que David Pagou, l'entraîneur du Cameroun. Parce qu'en réalité, Regragui, il a misé toute sa force sur le milieu défensif. Quand il voulait jouer avec le Cameroun, vous connaissez bien Carlos Baleba. Et ils avaient, à chaque fois que Carlos a le ballon, ils envoyaient deux milieux aller faire le marquage. Et c'est ce qui s'est passé avec le Nigeria. Et chaque fois que Frank Odeyinka et Raphaël Odeyinka avec Yobi, qui nourrissaient Lookman pour Adam et l'attaquant Osimhen, chaque fois que les 2 millions ont le ballon là, alors les Marocains vont seulement fermer toutes les passes qu'ils font, faire circuler le ballon vers Adam qui va nourrir Osimhen parfois ou de Lookman. Donc il n'y a pas eu de communication entre les milieux et un peu le 9 ou le 10, le poste que joue Lookman. C'est ce qui a fait que le Nigeria n'a pas pu au moins concrétiser une seule occasion dans ce match-là. Mieux, le dernier, il ne pouvait pas, je pense, c'est Odeyinka, je pense bien. Onyeka, je pense bien. Non, il était vraiment découragé, il n'avait pas la force physique de jouer ce pénalty-là parce que les autres avaient déjà marqué, avait déjà raté. Oui. Donc, il avait cette pression et ce poids derrière lui, comment faire pour pouvoir marquer. Et vous avez vu avec cette nonchalance avec... Mais est-ce que nous allons parler de pression parce qu'au départ même, c'est le Nigeria qui a l'avantage avec le raté du premier tir ou bien le deuxième tir oui, c'est là où... Ils auraient pu profiter de ce raté psychologique. C'est purement une épreuve psychologique. Et dans ces grands rendez-vous-là, c'est ceux qui ont plus le moral un peu assez huppé qui passent facilement. Ou encore ceux qui ont le plus travaillé
ce genre d'exercice. Oui, c'est vrai. Au-delà du travail, ça reste des jeunes gens aussi. Il ne faut pas oublier. Le mental compte énormément dans ces genres de situations. Et les Marocains, ils ont fait preuve tout au long du match aussi de beaucoup de résilience. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment, les Nigériens, avec des phases de jeu, mais très clés, où ils avaient vraiment envie de marquer, où on sentait la pression des Nigériens, mais ils sont restés très résilients. Ils ont continué à jouer leur jeu. Ils n'ont jamais balancé le ballon n'importe comment. Donc, c'est une preuve de résilience. Et la résilience, c'est avant tout mental. Et je pense que ça aussi, c'est là où, comment on appelle, Bertrand avait raison tout à l'heure, quand il parlait comment on appelle, du public. Le public a joué un rôle aux côtés des Marocains. Il y avait cette pression-là du public. Je peux me tuer aujourd'hui. Je pense que chaque Marocain se le disait. Je peux me blesser aujourd'hui, c'est pas un problème. Parce qu'il y a tout le peuple qui est derrière moi. Il faut le public. Voilà, il faut que je me donne. Et donc, ça créait cette motivation-là. Et il y avait de la résilience au niveau des Marocains. Et ils devaient rester lucides, quelle que soit la situation. C'est ce qui a fait que, face aux défenseurs, comment on appelle, aux gardiens, aux gardiens nigériens, même quand Igaman loupe, les autres se sont dit, mais c'est pas à moi de louper. Moi, il y a vu le jeune, comment il s'appelle, Ilyas Bensegui, ou bien comment il s'appelle, oui, Ilyas Bensegui, il a pris son penalty, mais il a pris le gardien à contre-pied. Je me suis dit, mais ce jeune joueur, à peine 20 ans ou quoi, mais regardez sa lucidité. Donc, il y avait ce peuple-là aussi qui accompagnait, les bruits, les sifflets, le calme, quand les joueurs, et c'est, comment on appelle, marocains devaient tirer. Ça aussi, c'était un message qui est renvoyé aux Marocains. Et donc, ça payait également. Et quand on siffle contre les Nigériens, c'est pas évident. C'est ce qu'a fait le dernier tireur. Regardez comment il tire le penalty. Ça dit que c'est pratique. Il se dit, je vais me débarrasser. Dieu fera le reste. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça au foot. Au foot, hein, il faut rester lucide et choisir véritablement ton côté où tu veux tirer. Mais il a tiré comme ça. Et Bounou était là, il a arrêté le penalty. Et ce Bounou-là également, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le public qui est avec moi. Donc, je vais me donner à fond. Il faut que je gagne pour ce peuple-là. Ils sont là, ils sont juste derrière moi. Le peuple a compté, comment on appelle, côté marocain. Surtout pendant je crois, le début même, je vais dire, de la seconde mi-temps, les Nigériens étaient des mots de faim. Ils voulaient coûte que coûte marquer le plus tôt possible. Mais c'est là où ils ont fait vraiment preuve de résilience. Ils ont tout fait pour ne pas avoir le mental très bas. Même à un moment, Osimhen, vous le connaissez avec son caractère. À un moment, il montait sur les arbitres pour dire non, mais est-ce que tu as vu, est-ce que si, justement, l'arbitrage qui est aussi décrié pour cette rencontre. Voilà, les Nigériens qui ne comprenaient pas l'arbitrage. Il y avait beaucoup de duels, il faut le dire. Et quand il y a beaucoup de duels comme ça, on a tendance à mettre toutes les fautes, on accuse l'arbitre de tous les défauts possibles. Non, l'arbitre n'a rien fait. Il y avait trop de duels dans ce match-là. Tout le monde se tombait dessus. Même Brahim Diaz, qui n'est pas un joueur très physique, mais moi j'ai vu Brahim Diaz faire tomber d'autres joueurs. Mais d'une manière, vous rejoignez les Nigériens. Oui, ça vous dit. Qui dénoncent l'arbitrage. Non, moi je ne dénonce pas l'arbitrage. C'était des duels à la régulière. C'était des duels à la régulière. Il n'y avait pas de problème à ce niveau. Moi je n'ai pas vu Non, il n'y a pas de faute grave. Même quand il y avait des fautes graves, l'arbitre sifflait normalement, il n'y avait aucun souci. Il y a un moment, peut-être c'est le seul moment, où il y a un Nigérien qui était sur la touche et il voulait partir avec le ballon. Je crois que c'était Ibrahim Diaz ou quelqu'un qui lui a marché sur le pied, mais c'était involontaire. Mais là, ils sont carton jaune, ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'on lui donne un carton rouge pour ça, pour un truc involontaire qui est venu comme ça, et pendant qu'il voulait enlever le ballon? Non, on n'est pas là pour venir vendre de la moutarde. On se cogne. On a vu. C'est un sport de contact. Je souris parce que c'est quand il parle d'involontaire. On a vu quand même des actions involontaires ici, même qui comme de carton rouge. Même l'involontaire, il y a toujours une petite part de volonté quand on veut mener une action. Je vais vous dire une chose. Vous voulez poser un tacle et vous savez que le joueur celui à qui vous voulez faire le tacle est déjà devant vous. Et si vous voulez tout faire pour aller mais il y a un risque de faire un tacle par derrière. C'est là où ici tu es dépassé, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, il n'était pas dépassé, il était face à face. C'est juste le ballon qui part et finalement il rate le ballon, il va taper l'autre là-bas. Et il a pris le carton pour ça, c'est pas un problème. Non? Ça a coûté cher à Koulibaly. Hein, oui, face au Bénin, bien sûr. Je suis d'accord. C'était vraisemblablement je suis d'accord. Pour l'autre, le geste n'était pas le même. Le geste de Koulibaly, c'était dans le sens on va piétiner réellement quelqu'un. Alors que l'autre l'a jeté vraiment le pied dans le sens de shooter le ballon. C'était autre chose, c'était pas la même chose. L'essentiel, c'est que les matchs ont été déjà joués et on connaît déjà les finalistes. Et puisqu'on parle des finalistes, on va aborder cette affiche de tant attendu
de cette édition, de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va finalement avoir lieu entre le Sénégal et le Maroc. Alors, Bertrand, Ouma qui évoquait tout le temps ici des styles de jeu. Bien sûr. Cette fois-ci, entre le Sénégal et le Maroc, quelles sont les forces en présence d'abord? Je pense que le Maroc est largement chanceux parce qu'au cours de cette CAN, il a joué tous ses matchs sur le stade de Prince Abdallah. Tu vois, première chance. Et où est le rapport? Mais les autres équipes n'ont pas fait ça. Ils sont habitués à ce stade-là. Ils sont habitués à ce stade-là. Ils seront plus à l'aise. Et au cours de cette finale-là, le Prince même sera présent. Le public sera présent. Ça fait 2. Ça fait 2. Ou bien même 3. Parce qu'ils ont compris le terrain. Bien sûr, et mieux. Et le Maroc a toutes les chances de soulever ce trophée-là parce que à domicile, mieux. Vous ne pouvez pas être à domicile et perdre une finale facilement. Je pense que ce serait un peu bizarre. Ça, c'est mal connaître le Sénégal. Hein. Non, le Sénégal a des lions blessés. Le Sénégal avait déjà prouvé par le passé. Bien sûr, peut même battre le pays organisateur chez lui. Le cas du Sénégal ne sera pas le cas du Maroc parce que actuellement même pour cette finale-là, le Maroc a des lions blessés dans son sac. Donc je pense que le Sénégal a des lions blessés dans son sac. Je pense que cette finale-là, ce serait très bien. Ce serait une finale méritée du Maroc avec tous ces atouts-là. Je ne pense pas qu'ils vont passer à côté. Mais on ne dit jamais, jamais. D'office, tu donnes comme ça ton vainqueur pour la finale. Bien sûr. Alors, Oumar, lui, il a fini avec le tableau. Il voit déjà le Maroc sacré champion d'Afrique pour cette édition. Oui. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que ces deux équipes-là sont en train de nous faire une démonstration de foot exceptionnelle. C'est que le football est un jeu collectif. Et quand vous regardez, que ce soit le Maroc ou le Sénégal, vous avez deux collectifs, mais exceptionnels. Des gens qui jouent vraiment ensemble. Ce n'est pas qu'il y a une individualité sur laquelle on compte coûte que coûte, un peu comme l'Algérie qui compte sur un Mahrez, un Nigeria qui compte quelque part sur un Osimhen avec un Lookman ou je ne sais pas moi, comment il s'appelle, le neveu de Okocha, comment il s'appelle là, celui qui peut envoyer donc le ballon à Osimhen. Donc moi je dis, ces deux équipes qui donc sont qui ont un jeu très collectif. Donc on aura un match très tactique, une discipline mais exceptionnelle sur le terrain. Donc je me demande si ça ne va pas être un jeu de nerfs finalement, un peu comme un penalty. C'est-à-dire à qui aura le mental le plus solide finalement pour gagner ce match-là. Et quand vous regardez un carton rouge, et ainsi de suite, pour essayer de déséquilibrer là. Donc c'est là où le jeu finalement, à mon humble avis, va se jouer. Et quand vous regardez très bien encore, c'est que la hiérarchie sur le plan africain également a été respectée. Oui. Tous ceux qui crient arbitre a fait ci, arbitre a fait ça, ces deux équipes-là sont les meilleures d'Afrique depuis toujours. Le classement FIFA, on le sait, le Sénégal et le Maroc sont les deux premiers. Donc, tout ce qu'on a beau dire, tout ce qu'on veut, la hiérarchie est respectée. On sait qui sont les meilleurs et les meilleurs sont aujourd'hui en finale. Maintenant, ce qui, à mon humble avis, ce qui va faire que le Maroc ait ce petit avantage, c'est qu'il soit à domicile. Voilà. Oui, ils sont à domicile et il a fait une remarque très judicieuse, c'est que les Marocains jouent dans le même stade depuis toujours, ils maîtrisent les installations, ils connaissent toutes les parties du terrain, la pelouse leur est familière déjà, donc ils n'ont aucun problème sur ce plan-là. Donc sur le plan mental, c'est un petit plus pour tous les joueurs marocains. Et maintenant, ajouter le public, attendez, c'est un avantage exceptionnel, on l'a vu avec le Nigeria. Et en cas de tir au but, ils auront cet avantage-là, des gens qui sont là pour siffler au point où comment on appelle les joueurs adverses auront complètement les pieds engourdis et ils vont se dire mais comment est-ce que je tire ce pénalty comme le dernier tireur nigérien qui n'a même pas pu faire quoi que ce soit, il a balancé simplement. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc moi je pense que le Maroc part avec un léger avantage, mais on aura un jeu très beau, à mon humble avis. Je pense, quand je fais la lecture des deux équipes depuis le début jusqu'à maintenant, je me dis qu'on aura un jeu très léché où on aura des gens vraiment qui vont pouvoir s'exprimer. Du beau football, comme on a l'habitude de dire. Un Brahim Diaz qui sera peut-être très à l'aise parce que les Sénégalais sont très joueurs aussi. Donc, je me dis que bon, on va voir du beau jeu. Et au finish, c'est le Maroc qui... Je ne vais pas le dire, je vais dire plutôt comme Bertrand qu'il sera bien compliqué
empêcher de battre le Maroc à domicile. Non, parce qu'à domicile, Bertrand a été clair. Pour lui, c'est Maroc le champion d'Afrique. Combien? C'est probable que le Maroc soit le champion. C'est fort probable. Il y a un léger avantage. Il y a un léger avantage pour le Maroc aujourd'hui. L'équipe est montée petit à petit en puissance. Oui. Et le dernier match a été un moment de résilience exceptionnelle. Et ça joue énormément sur le mental. Donc, ils vont rentrer avec une confiance, incroyable. Donc, il y a cet avantage-là, à mon humble avis. Okay. Les Sénégalais n'ont pas vécu ce que les Marocains ont vécu pour être là. C'est comme quand vous prenez deux individus qui atteignent le même niveau, mais ce qu'ils ont vécu au départ, dans leur trajectoire, voilà, tout le long de leur parcours, peut être des éléments qui vont finalement jouer sur leur mental. Et celui qui peut-être qui a vécu le plus de difficultés va se dire non mais c'est pas maintenant que je vais échouer, il faut que je me batte, voilà. Donc les Marocains sont un peu dans cette dans cette posture-là. Et sur le plan mental, je me dis qu'ils partent avec un tout petit peu d'avance sur les Sénégalais. Mais c'est sans compter aussi avec des joueurs sénégalais qui sont de très bons professionnels, qui savent qu'une finale, ça reste une finale. Une finale, c'est une fois dans la vie. Une finale, on fait tout pour gagner une finale. Et ils viendront également avec cette mentalité. Donc, c'est bien compliqué de faire un pronostic. À mon avis, j'ai déjà fait mon pronostic la dernière fois. Oui. Et les deux ont échoué. Donc, maintenant, je ne me permets plus de pronostic. Tu ne veux plus risquer. Moi, j'avais gagné. Oui, justement. Alors, et sur ce plan, je voulais souligner aussi cet aspect-là. Le Sénégal a eu une étoile en 2021. Oui. D'accord. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans, oui, 4 ans et plus. Oui, et 4 ans parce que nous sommes en 2027 en réalité. Voilà. Et le Maroc, depuis 1976, n'a plus gagné de titre. Depuis 1976. Donc, les deux équipes-là sont à la recherche de leur deuxième étoile. Ce serait un peu compliqué pour le Sénégal parce que avoir les derniers matchs, les 24 derniers matchs que le Maroc a joué avec le Sénégal, le Maroc s'en est sorti avec 11 victoires contre 6 pour le Sénégal avec autant de matchs nuls. Et c'est pour ça que je disais que le Maroc... c'est beaucoup plus en match amical. Et non, je n'ai même pas... Pas en compétition. Je n'ai même pas totalisé les matchs amicaux parce que ça fait plus de 2 ans ou 3 que les deux nations ne se sont plus rencontrées en une phase finale comme ça, oui. De la CAN ou pendant les qualifs de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique. Ça fait très longtemps qu'ils ont fait des matchs officiels. Donc voilà, l'avantage passe pas du côté du Maroc. Même si papier également. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier. Pour finir rapidement, parce qu'il reste un troisième sujet. L'avantage pour le Maroc, oui, on en a parlé sur le plan mental, sur le plan du fait que c'est eux qui sont à domicile. Mais il ne faut pas oublier, dans l'équipe, comme on appelle, dans l'équipe sénégalaise, il y a encore des champions d'Afrique dedans. Un champion, ça reste un champion. C'est ça. Voilà, c'est des guerriers, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Donc, sur le plan de l'expérience, j'ai l'impression que le Sénégal est plus ou moins, un peu plus expérimenté que le Maroc. Dans le Maroc, il y a beaucoup de jeunes joueurs, notamment sur le banc, alors que côté sénégalais, il y a des jeunes, mais il y a beaucoup d'anciens aussi. C'est ça. Aussi bien en défense qu'en attaque. Voilà, donc eux, ils ont l'expérience avec eux. Il y a Koulibaly qui ne jouera pas. Hein. Voilà, il y a Koulibaly qui ne jouera pas. Ça, c'est... Bon, ils ont déjà joué sans Koulibaly une fois. On sait qu'ils savent jouer sans Koulibaly aussi. Mais ils ne sont pas vraiment Koulibaly dépendants. Mais c'est vrai que Koulibaly... c'est pas le même adversaire. Oui, c'est vrai que Koulibaly, en défense du Sénégal... Ça rassure. Ça rassure. Il y a quelque chose de rassurant. Voilà. Il me dit que le gardien, quand il est là, il voit Koulibaly, il s'est dit non, celui-là qui vient à toute vitesse, là, il ne pourra pas passer. Voilà. Dans tous les cas, Koulibaly est là. Mais bon, quand il n'est pas là aussi, ils arrivent à jouer, il faut le reconnaître. Et puis, il y a l'expérience côté sénégalais. Donc, si jamais le match perdure, un peu comme dans le cas de Maroc-Nigeria, si c'est un match qui est perdu comme ça, je pense que les Sénégalais ont le mental pour tenir. Par rapport, contrairement aux Nigériens, où il y avait beaucoup de jeunes joueurs, il n'y avait pas vraiment de grands champions dedans, à part les Osimhen, les autres qui ont joué la Champions League, qui ont joué vraiment le très 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 haut niveau. Voilà, les Ndidi et autres. Et puis Ndidi, lui, malheureusement, il n'était pas là. Mais, côté sénégalais, il y a de grands champions. Aussi, sur ce plateau, j'ai l'impression que vous êtes tellement fasciné par le Maroc. Au point non, où... c'est pas de la fascination, c'est une analyse. Vous êtes fasciné par le Maroc au point où vous avez oublié les nerfs, la fatigue. Le Sénégal a très tôt gagné
et sa rencontre, Oui. son match qui l'opposait voilà. à l'Égypte. Voilà. Et ils n'ont pas eu à solliciter autant les nerfs que les Marocains ont fait. Je suis d'accord avec vous. Donc, les 120 minutes jouées contre le Nigeria, c'est ça, je vous explique. Ça va peser. En réalité, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Soit ça vous donne un mental de guerrier, avec une résilience exceptionnelle, soit vous n'arrivez pas à vous surpasser parce qu'il y a la fatigue, vous êtes un peu épuisé. Mais écoutez, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours de repos, ils vont récupérer comme tous les autres. Écoute, oui, moi je pense. C'est vrai que dans la balance, si le match perdu, si le match dure 120 minutes encore, il se peut que les Sénégalais soient un peu plus frais que les Marocains. Voilà. Toutes les doublures du Maroc sont comme les titulaires. Le Maroc effectivement, a une très belle équipe. Il y a une jeune alors, oui, c'est dimanche déjà à 20h GMT, 21h chez d'autres cas, bien sûr. Et on va suivre cette finale de près pour voir l'équipe qui sera sacrée championne de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va fermer cette page de la CAN parce qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas terminer, j'allais dire, cette émission sans faire un clin d'œil à nos, je voulais dire à nos voisins, et si jamais je dis ça, je sais que sur ce plateau, les gens vont me traiter de Barcelonais. Non, voilà, on passe rapidement à cette, en tout cas, cette bonne nouvelle là au niveau de la Coupe du Roi, où on a vu des géants entrer en liste. Il s'agit bien sûr du Real et puis du Barça. On ne peut pas passer. Voilà. Mais quand même, ce qui a étonné un tout petit peu, c'est cette élimination précoce du Real de Madrid. Avant tout propos, je vais analyser vos propos vous-même. D'accord. La joie avec laquelle vous présentez la bonne nouvelle, parce que le Real est éliminé. Non, pas que le Real. Oui, j'évoque deux équipes. Même dans vos propos, on sait que vous êtes barcelonais. Dans vos propos, on sent que vous êtes barcelonais. On sent votre... Non, on va analyser quand même le match. Voilà. Le Real, laissez-moi finir. Le Real qui s'est fait éliminer par une équipe de la deuxième division. Oui. Une équipe... Quand on dit deuxième division, c'est un peu trop même dit, parce qu'on a vu aussi le Barça qui a joué contre une équipe de la deuxième division. Mais deuxième division ici, oui, ils l'ont battu 2-0. Deuxième division ici, c'est qu'une équipe qui peine, qui lutte pour son maintien en deuxième division. C'est pas grave. Ouais. Et qui perd, on va dire, qui perd sur le fil. C'est pas grave, ça peut être même le dernier. C'est une défaite. La question n'est même pas encore venue. Oui, allez-y. Je te laisse accoucher. Voilà. Donc, cette équipe du Real qui n'arrive pas à contenir une équipe de la DD, ça peut arriver à tout le monde, mais est-ce qu'il y a véritablement un problème qui ne dit pas son nom au Real? Non, il y a un problème qui dit son nom. Le problème ça dit son nom. Oui, le problème dit vraiment son nom et tout le monde le voit. Il y a un problème, et je ne sais pas quel mot je vais mettre, mais un problème structurel, à mon avis, au niveau donc, du Real. Donc vous avez changé de l'entraîneur? Oui, on a changé d'entraîneur, mais il y a une structure qui a été mise en place. Ça fait combien de jours qu'on a changé d'entraîneur? Regardez un peu. L'entraîneur a fait combien de matchs? Voilà. Il était là depuis, n'est-ce pas? Oui, il était là, mais il a fait combien de matchs en tant qu'entraîneur avec les Madrilènes? Son premier match son premier match avec le Real l'avait perdu également. Mais on connaît le palmarès de Zidane à la tête du Real. C'est pratiquement 3 Ligues de Champions enchaînées. Ah, donc voilà. la suite, ça sent bon alors pour Alvaro? Non, ça ne veut pas dire que ça sent bon, ça veut dire tout simplement on ne peut pas tout de suite présager du fait que non, il va échouer. Non, pas du tout. On va attendre ce qu'il a construit. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Real aujourd'hui. Sur le plan de la structure même de l'équipe, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Depuis Carlo Ancelotti, qui lui est un expérimenté, qui arrive quand même à colmater les choses dès que les joueurs se blessaient, beaucoup de blessures, mais il arrivait quand même à prendre un Tchouaméni qui mettait en défense, parce qu'au milieu, il y avait encore de très bons joueurs, des Modric, le milieu défensif brésilien, qui est désormais à Manchester, son nom m'échappe à chaque fois, celui-là, qui était là, qui faisait Vous voulez parler de pas Manchester City, Manchester United, Casemiro, qui était passé par... Donc, il y avait ce monde-là qui était là. Donc, Carlo Ancelotti, un Casemiro
qui est au milieu défensif, c'est comme c'est-à-dire que la défense même a commencé déjà depuis le milieu. Donc tu n'as pas grand-chose à te reprocher. Donc tu peux même déplacer un Tchouaméni et l'envoyer complètement derrière. Mais l'autre est venu, ça te permet de faire des jeux comme ça, alors que ton milieu n'est plus le milieu que c'était avant. Et tu jouais contre l'un des meilleurs milieux du monde. Et un Olmo, un Pedri, un comme Lamine Yamal, des gens qui sont intenables. Quand ils ont le ballon, tu ne sais même pas par quel bout tu vas prendre pour leur prendre le ballon. Et c'est face à ceux-là que tu enlèves Tchouaméni, tu vas mettre quelqu'un. Enfin, ça m'énerve encore. Donc il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau du Real. Qui sont les remplaçants aujourd'hui du Real? Parce que c'est eux qui ont joué contre cette petite équipe-là. Parce que Arbeloa, l'entraîneur, quand il venait et qu'il allait jouer ce match-là, il s'est dit, mes cadres, il faut quand même que je les protège. Mes cadres, il faut que je les garde pour les grands matchs. Et ça, c'est plutôt logique. Donc, il prend les jeunes gens qui sont sur le banc, ceux qu'on pense qu'ils peuvent donc remplacer valablement les autres, mais ils n'arrivent pas à remplacer valablement. Et ça, c'est ainsi qu'est au Real depuis très longtemps. C'est pourquoi je parle de problème structurel. Ce problème existe au Real depuis très longtemps. Et pourquoi on ne le règle pas? Depuis Carlo Ancelotti, le problème est là. Parce qu'à chaque fois, quand on veut, il faut remplacer quelqu'un, on est obligé de faire des jeux bizarres dans la position des joueurs. Attaquant qui devient défenseur, défenseur qui devient attaquant, c'est bizarre, oui. Donc, à chaque fois, c'est le même problème. Donc, il faut revoir le banc du Real. Le Real n'est pas une petite équipe. Si les jeunes gens là, c'est vrai qu'ils ont été formés à la Castilla, l'école de formation du Real, c'est de très bons gars qui passent par là. Mais s'ils ne sont pas encore solides pour le truc, de la même manière qu'on a pu prêter le jeune Brésilien à l'OL, il faut les prêter quelque part et prendre des gens qui peuvent tenir vraiment le milieu du Real. Il y a un problème. Alors, il y a un problème. Pour sa première sortie, vous disiez tout à l'heure que c'est en tout cas sa première rencontre que livrée. Je vais parler du nouveau entraîneur Alvaro. Il a perdu sa rencontre. Oumar évoquait tout à l'heure qu'il est allié pratiquement les réservistes. On a vu le même schéma avec Hansi Flick. Je fais une petite parenthèse sur le FC Barcelone. On a vu les joueurs alliés hier par Hansi Flick. On a vu pratiquement que le Barça aussi était dans le gouffre du jeu, en tout cas de cette équipe de la deuxième division Racing Club. Mais très rapidement, il y a Hansi Flick qui a rapidement fait des changements qu'il faut et a fait entrer les cadres du Barça, ce qui a permis peut-être cette victoire, d'assister à cette victoire. Pourquoi, au nom de quoi Alvaro n'a pas pu, en tout cas, faire ces changements-là? Est-ce que c'est la finale disputée contre le Barça qui a si tant fatigué les cadres du Real ou qu'est-ce qui va réellement J'ai compris finalement votre problème et je te remercie. Désormais, c'est notre problème. C'est plus le problème du Real. D'accord. En réalité, tu veux me faire comprendre que Hansi Flick a réussi là-haut, Arbeloa n'a pas réussi. C'est pas grave. Mais moi, par exemple, concrètement, je suis un peu craintif. D'abord, par le choix de Arbeloa. Oui. S'il peut tenir ou pas, bon, ce n'est pas à moi de le dire maintenant, mais je suis un peu sceptique par rapport à son choix parce que le Real aujourd'hui, c'est l'un des plus grands clubs au monde et ce serait vraiment un coach à la trame de peut-être José Mourinho ou de Zidane, pourquoi pas Klopp, qui peuvent garder vraiment ce club-là. Déjà, tu n'as plus à trop craindre parce que la direction songe déjà à son remplacement. Dès cette défaite déjà, c'est déjà annoncé qu'il est un coach intérimaire. Parce que tu es un coach et tu viens, après tu perds ce match, tu dis oui que l'erreur ne vient pas des joueurs, que c'est toi-même. Mais si j'étais le président en même temps, je te saute le même jour. Je te saute le même jour parce que ce n'est pas pour faire des erreurs que tu t'es recruté. Voilà. Je te saute le même jour. Et surtout pour un match à élimination directe. Bien sûr, je te saute le même jour. C'est pourquoi je suis un peu pessimiste par rapport à son choix. Le problème de vestiaire, de banc de touche, c'est là où on attend Arbeloa. Parce que vous voyez un Jude Bellingham qui était recruté comme un milieu relayeur et qui a pris du goût. Quand il était venu, il a pris du goût à marquer parce qu'il y avait d'absence au niveau du poste de 9 ou de 10. Et on a, je pense, on a dévancé un peu en le pointant à un 9. Et il a pris le goût de marquer des buts. Et il ne veut plus revenir jouer à son poste. Voilà.
ça fait partie des problèmes que le Real a aujourd'hui. À part ça, le positionnement de Ada Güler, le positionnement de Rodrigo, ça pose problème. Donc, il a un tas de problèmes qui attend Arbeloa. Il a commencé vraiment très mal. Et je ne pense pas qu'il va faire, je ne pense pas à mon humble avis qu'il va faire le long feu. Mieux, tu as un match, tu n'as pas le droit de choisir qui tu veux pour aller jouer. Ça peut être le dernier de la 3e division. En tout moment, l'équipe peut rester concentrée pour gagner son match. Et je pense que c'est très grave pour ce que vit le Real de Madrid ces derniers temps. Et c'est pour tous les clubs peuvent vivre ça. Ça n'arrive qu'aux vivants. Et je pense que le problème une très belle conclusion. Le problème de Real de Madrid, c'est surtout le problème de leadership et de management. Et le coach qui va venir faire le travail viendra faire. Mais on laisse regarder un peu ce que Arbeloa fait. Pendant ce temps, les autres seront en train d'évoluer. Mais c'est pas grave, malheureusement, en cours de saison. On touche petit à petit du doigt le problème du Real. Il n'y a pas une colonne vertébrale vraiment au niveau du Real. Quand on s'assoit aujourd'hui et qu'on veut dire c'est qui le défenseur mais exceptionnel du Real, c'est qui le milieu indépassable qui est un milieu défensif bien dû, c'est qui l'attaquant qui est... Qu'est-ce que vous pouvez construire là? C'est compliqué. Une équipe, c'est d'abord ça. On aligne d'abord cette colonne vertébrale là et autour de ces gars là qui sont des gars mais exceptionnels, on met maintenant d'autres joueurs qui peuvent tenir le coup et jouer très bien. Avant il y avait cette colonne là au niveau du Real. Vous prenez la défense, il y a des gens qui étaient solides là. Vous prenez le milieu mais c'est un milieu exceptionnel avec les extérieurs de Modric, mais vous vous en souvenez. Mais aujourd'hui on n'a plus tout ça. Ce qui fait que même contre la petite équipe dont vous avez parlé là, je ne sais pas si c'est ABCT ou bien comment ils s'appellent une équipe bizarre. Voilà, cette équipe-là, regardez très bien, c'est pas que le Real n'a pas joué. Individuellement, les joueurs du Real étaient supérieurs aux autres. Et ce qui faisait, c'est ça qui faisait que quand vous regardez l'animation offensive du Real dans cette équipe-là, face à cette équipe-là de 17e de la D2, mais vous vous rendez compte finalement que c'est des joueurs qui partaient individuellement pour essayer de marquer. Et c'était des initiatives, quand il y a des initiatives individuelles comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on surpasse, c'est-à-dire on quitte même finalement son périmètre parce qu'on veut se surpasser. On est agité en quelque sorte. Donc on montre tout son talent. Pendant ce temps, le travail défensif, qui va le faire pour toi quand tu seras fatigué? C'est ça aussi qui a joué contre le Real. Et ça, il faut régler ce problème-là. Il faut régler ce problème. Et je le disais tantôt, c'est un problème structurel. Il a dit avec d'autres mots, où des joueurs sont là, on ne sait pas quel poste ils jouent finalement. Oui, vous prenez un Rodrigo aujourd'hui. Regardez même. Rodrigo, dans une autre équipe, serait le meilleur joueur de cette équipe-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils ont un problème de riches. On a trop de grands joueurs. On ne sait pas ce qu'on va en faire, notamment en attaque. Et pendant ce temps, la défense souffre. Dès qu'il y a un gars qui est blessé, il faut aller chercher au milieu du terrain. Non, pourquoi? On espère bien que le nouveau sélectionneur va très, très vite trouver la solution qu'il faut pour que nous puissions commencer par assister. Il faut resserrer les lignes au niveau du Real. Quand tu regardes, ça m'échappe, ça m'énerve un tout petit peu. AVCT ou bien comment l'équipe s'appelle. Quand tu regardes, mais le Real n'avait pratiquement pas de milieu. Oui, ça m'énerve beaucoup parce que face à une petite équipe comme ça, le Real, c'est le Real. Il faut battre cette équipe-là. Et c'est quoi encore? C'est un match à élimination directe. C'est la Coupe du Roi. Voilà. Et ça fait partie des choses qui comptent dans le palmarès d'une équipe. Il y a trop d'espace entre les lignes de... Bon, je pense qu'il a pris cette décision de façon unilatérale parce que il y a des gens qui peuvent toucher et voir les classements. Il a pris cette décision-là de façon unilatérale parce qu'il y avait une composition en instance. Il y a certains cadres même qui n'ont pas voyagé. Il y a certains cadres qui n'ont pas fait le déplacement pour aller jouer ce match-là. Est-ce que vous savez peut-être pourquoi il n'a pas aligné, par exemple, le gardien titulaire du Real, ou c'est Lunin qui est dans le camp et non Courtois? Mais Lunin et Courtois, je pense bien que les deux s'équivalent, parce que nous avons vu Lunin avec de très belles prestations.
Alors, on va souhaiter que le Real retrouve très vite sa forme d'antan, parce que n'oubliez pas, il nous reste du Classico, entre le Barça et le Real, j'allais dire pas nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, sinon ici les gens vont me tomber là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà pour le débrief de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Quelle sera cette équipe qui sera sacrée championne d'Afrique? Et n'oubliez pas de faire aussi un tour sur notre page Facebook et donner votre avis. Et on se retrouve mardi prochain pour un autre numéro. Au revoir.